Monsieur Benito Mussolini, vous avez dirigé l'Italie pendant plus de 20 ans, mais en juillet 1943, tout s'effondre brutalement. Le Grand Conseil fasciste vote contre vous. Vous êtes destitué et arrêté. Revenons un instant sur ce moment charnière. Qu'est-ce qui a conduit à cette chute soudaine après tant d'années au pouvoir? Mademoiselle, l'histoire est un fleuve imprévisible, et parfois même les plus puissants sont emportés par son courant. Mon destin, celui de l'Italie, a basculé à cause de plusieurs facteurs. Tout d'abord, la guerre. Depuis 1940, l'Italie s'était engagée aux côtés de l'Allemagne, mais nos ressources étaient limitées. L'Afrique du Nord, la Russie, la Sicile, partout, nos armées étaient en déroute. La situation militaire était désastreuse. Les Alliés avançaient et le peuple italien perdait foi en moi. Chaque jour, la pression augmentait, non seulement sur le front militaire, mais aussi au sein de mon propre gouvernement. Mes prétendus fidèles avaient déjà commencé à se détourner. Vous parlez de la guerre, mais certains diront que la dictature elle-même s'effritait de l'intérieur, que les Italiens en avaient assez de la répression, de la propagande et des échecs économiques. Est-ce que vous n'aviez pas senti ce désaveu grandissant? C'est vrai que la guerre a exacerbé les tensions, mais ce que vous dites, mademoiselle, est plus complexe. J'ai donné à l'Italie un sentiment de fierté nationale, un projet grandiose. Mais oui, la fatigue s'était installée. Les privations, les bombardements, la faim. La guerre ne pardonne pas. J'avais promis à l'Italie un empire, un nouveau Rome. Et quand ces rêves se sont fracassés contre les réalités militaires, certains se sont retournés contre moi. Pourtant, je suis convaincu que sans cette guerre interminable, la paix m'aurait laissé le temps de consolider mes réformes. Mais à ce moment-là, l'étau se resserrait. Le Grand Conseil fasciste, que j'avais créé pour me soutenir, m'a trahi. Effectivement, le 25 juillet 1943, cette trahison se matérialise. Le Conseil vote votre destitution, Victor Emmanuel III vous fait arrêter. Vous, figure incontestée d'une Italie que vous aviez façonnée. Que ressent-on à cet instant précis? Vous voulez savoir ce qu'on ressent, mademoiselle? C'est comme être poignardé par son propre frère. Le Grand Conseil m'a renversé sous prétexte que la guerre était perdue, que je ne pouvais plus mener le pays. Mais ce n'était qu'un prétexte. Ils avaient peur. Peur des Alliés qui approchaient, peur des révoltes qui commençaient à gronder dans les rues. Et le roi, Victor Emmanuel, je l'avais soutenu toute ma carrière, j'ai maintenu la monarchie en place quand j'aurais pu la renverser. Et lui, il me livre à mes ennemis, comme un vulgaire criminel. On dit que vous avez été emmené presque immédiatement après la réunion, sans cérémonie. Les gens parlaient de votre arrestation comme d'un moment pitoyable. Comment cela s'est-il vraiment passé? Il n'y avait pas de grandeur ce jour-là, pas d'honneur. Un véhicule m'attendait à la sortie. Les carabinieri m'ont fait monter. Nous avons traversé Rome sous la chaleur étouffante de l'été. Les rues étaient calmes, silencieuses, comme si la ville elle-même m'avait abandonné. Ils m'ont conduit à un petit endroit reculé, un manoir de campagne. Là, j'étais seul, totalement isolé, mais je sentais que quelque chose de plus grand se préparait. Pas seulement pour moi, mais pour l'Italie tout entière. Et ensuite, il vous déplace de plusieurs fois. Ponza, la Maddalena et enfin le Gran Sasso dans les montagnes des Abruzes. Qu'avez-vous pensé pendant ces transferts constants? Étiez-vous conscient de ce que cela représentait pour vos geôliers? Étiez-vous toujours un symbole à abattre? Il me déplaçait comme une bête que l'on ne sait pas où enfermer. Chaque lieu était plus reculé que le précédent. Chaque transfert plus secret. À Ponza, je pouvais encore entendre la mer. À la Maddalena, je commençais à perdre tout espoir de sortir de ce cauchemar. Mais c'est là, au Gran Sasso, isolé à plus de 2000 mètres d'altitude, que j'ai compris que j'étais véritablement seul. Ils avaient peur que les fascistes restants tentent quelque chose, que mes partisans me libèrent. C'était leur ultime précaution. Ils pensaient qu'en me cachant là-haut, personne ne pourrait jamais me retrouver. Pendant que vous étiez là, isolé dans ce nid d'aigle, vos alliés allemands ne vous avaient pas oublié. Ils se sont mis à votre recherche, mais cela a pris du temps. Étiez-vous conscient de ce qui se passait en coulisses? J'avais encore quelques contacts avec l'extérieur, quelques journaux. Je savais que l'Allemagne n'avait pas lâché prise. Hitler m'appelait son seul ami. Je savais qu'il n'accepterait pas ma capture sans agir. Mais à chaque transfert, je me disais,
Peut-être cette fois, ils ne me retrouveront pas. Peut-être je serai perdu pour toujours dans ces montagnes. Mais il faut comprendre, mademoiselle, que ce n'était pas simplement un jeu de cache-cache. C'était une question de survie pour moi, mais aussi pour Hitler. Il avait besoin de l'Italie, d'un allié sur lequel il pouvait encore compter. Certains disent que vous étiez déjà une marionnette avant même l'opération de sauvetage, que vous n'aviez plus de réelle autorité. Pensez-vous que c'est pour cela qu'Hitler vous cherchait? Pour garder un symbole, pas un leader? Mademoiselle, je n'ai jamais été la marionnette de quiconque, ni avant, ni après. Je n'ai peut-être plus dirigé l'Italie dans les faits, mais je restais le même homme dans le cœur de ceux qui croyaient en moi. Hitler m'avait toujours respecté comme un égal, pas comme un outil. Cependant, après tout ce que j'ai traversé, peut-être avais-je perdu de cette grandeur. Peut-être, oui. En septembre 1943, après plusieurs mois de captivité et des transferts incessants, les Allemands parviennent finalement à vous localiser au Gran Sasso. Hitler charge Otto Skorzeny de vous libérer. Que savez-vous de ce qui se préparait à ce moment-là? Je n'étais pas totalement dans l'ignorance, mademoiselle. Je savais que les Allemands cherchaient un moyen de me retrouver. J'avais encore un lien ténu avec l'extérieur à travers des informations fragmentaires. Mais l'attente, le silence, c'était insupportable. Et puis, soudain, il y a eu cette agitation, comme si la montagne elle-même savait que quelque chose se préparait. Les Allemands ont mis du temps à vous localiser. Vous avez été déplacé à plusieurs reprises. Pourtant, lorsqu'ils découvrent enfin où vous êtes, ils décident d'agir immédiatement. Otto Skorzeny devient alors l'homme à la manœuvre. Avez-vous entendu parler de lui avant qu'il ne vous libère? Non, je ne le connaissais pas. Mais ce que j'ai appris après coup, c'est que cette opération était préparée avec une minutie extrême. Skorzeny n'était pas seul dans cette mission. Il y avait aussi le major Harald Mors, un homme plus discret, mais essentiel. Mors a planifié chaque détail du vol de reconnaissance pour repérer ma position à la décision d'utiliser des planeurs au lieu de parachutistes pour éviter d'alerter mes gardes. C'est fascinant. Ils avaient envisagé d'utiliser des parachutistes, mais ils ont changé de stratégie à cause du terrain accidenté. À quel point était-ce risqué, selon vous, de tenter une opération aussi audacieuse dans ces montagnes? Les risques étaient énormes. Le Gran Sasso, avec ses falaises abruptes et ses vallées escarpées, n'était pas un terrain propice pour une opération de sauvetage. Skorzeny et ses hommes ont choisi les planeurs DFS 230, des engins légers, capables de se poser sur de petites surfaces. Le moindre faux mouvement, et c'était la catastrophe. Ils ont décidé de tout risquer ce jour-là, et moi, j'étais là, dans cet hôtel perché, sans savoir que ma vie dépendait de cet audacieux pari. Le 12 septembre 1943. Vous êtes dans cet hôtel isolé, avec quelques gardes pour vous surveiller. Comment avez-vous vécu cette journée? Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé, heure par heure? Le 12 septembre, il faisait un temps étrange ce jour-là, un mélange de calme et de tension dans l'air. Vers midi, il y a eu un changement dans l'atmosphère. Mes gardes étaient nerveux, mais je ne savais pas encore pourquoi. Et puis, j'ai entendu un bruit inhabituel. Ce n'était pas celui d'un moteur d'avion régulier. C'était plus silencieux, comme le sifflement d'un oiseau. C'étaient les planeurs, n'est-ce pas? Oui, les planeurs. 10 planeurs avaient été envoyés depuis un aérodrome près de Rome. Mais ce que vous devez comprendre, mademoiselle, c'est que seulement 8 sont arrivés jusqu'à nous. Le terrain était si difficile que 2 appareils n'ont pas pu atteindre la zone. Mais les autres, ils se sont posés non loin de l'hôtel, sur cet alpage minuscule. Les hommes de Skorzeny ont sauté de leur planeur, prêts à agir. Et à ce moment-là, vous saviez que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Qu'avez-vous vu de la fenêtre de votre chambre? Je n'ai pas vu grand-chose au départ, mademoiselle, car tout s'est passé si vite. Mais j'ai entendu les gardes italiens à l'extérieur. Ils n'ont pas vraiment eu le temps de réagir. Les parachutistes allemands avaient déjà pris le contrôle du téléphérique en bas, et à l'hôtel, ils ont désarmé les gardes sans résistance. Le général Soletti, un officier italien qui accompagnait Skorzeny, a ordonné aux carabiniers de baisser les armes. C'était comme un coup de théâtre. En quelques minutes, tout était terminé. Puis Otto Skorzeny, ce géant autrichien, arrive jusqu'à vous. Qu'avez-vous pensé en le voyant entrer dans votre chambre, vous annonçant que vous étiez libre? Skorzeny, il a fait irruption dans ma chambre comme un conquérant.
Il mesurait presque 2 mètres, une figure imposante, avec cette lueur de triomphe dans les yeux. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « C'est le Führer qui m'envoie, vous êtes libre. » Mais, mademoiselle, je n'étais plus vraiment libre. À cet instant, j'ai compris que je n'étais plus que l'ombre de ce que j'avais été. Je n'étais plus un chef, j'étais un symbole que l'on manipulait. Mais à ce moment précis, oui, je me suis senti soulagé. Il y a quelque chose de tragique dans ce moment. Vous étiez sauvé, mais à quel prix? Avez-vous eu à cet instant la sensation que ce sauvetage marquait la fin d'une époque pour vous? Oui, mademoiselle. La fin avait déjà commencé bien avant ce jour. Mais là, en voyant cet homme, en réalisant que je ne pouvais plus compter que sur Hitler et ses hommes, j'ai su que l'histoire que j'avais écrite avec l'Italie s'achevait. Ce sauvetage, aussi spectaculaire soit-il, n'était pas un nouveau départ, mais le crépuscule de ma carrière. Après avoir été libéré, vous deviez encore quitter ce lieu inaccessible. L'évacuation en avion Fieseler-Storch a été décrite comme l'une des plus périlleuses de la guerre. Que ressentez-vous lorsque vous montez dans cet appareil, sachant que tout pouvait encore basculer? Skorjeny, toujours avide de gloire, a insisté pour monter avec moi dans le petit avion. Mais ce Fieseler-Storch, il n'était pas conçu pour transporter 2 hommes aussi lourds que nous. C'était une folie. Le pilote Gerlach avait à peine assez d'espace pour décoller, et je me souviens du bruit des roues qui heurtaient les pierres au sol. Le cœur battant, j'ai regardé par la fenêtre et vu que nous n'avions que quelques mètres avant la falaise. J'ai senti l'appareil trembler, et pendant un instant, j'ai cru que nous allions nous écraser. Mais vous avez réussi à décoller. On raconte que l'avion a même heurté un rocher avant de s'envoler. Comment s'est passée cette heure de vol jusqu'à Pratica di Mare? Une heure de vol qui m'a semblé une éternité. L'avion a failli s'écraser à plusieurs reprises, mais Gerlach, le pilote, était un virtuose. Nous volions en rase-motte, si bas que je pouvais presque toucher le sol. Chaque minute, je m'attendais à ce que tout se termine dans une boule de feu. Mais contre toute attente, nous avons atteint l'aérodrome de Pratica di Mare. Ce fut un soulagement, mais aussi la confirmation que j'étais désormais entre les mains du destin, et plus vraiment maître de mon propre sort. Après votre arrivée à Pratica di Mare, vous n'aviez pas encore de répit. Vous avez été rapidement conduit auprès d'Hitler, en Prusse orientale, à la tanière du loup. Vous étiez son allié depuis des années, mais après tout ce que vous veniez de vivre, comment avez-vous vécu cette rencontre? Ah, mademoiselle, cette rencontre, ce n'était plus la même relation que celle que nous avions eue par le passé. Hitler m'a accueilli avec enthousiasme, comme s'il venait de sauver un frère d'armes perdues. Mais moi, je le savais, ce n'était plus moi qu'il voyait. Ce n'était plus l'homme qui avait mené la marche sur Rome, qui avait défié l'Europe avec lui. Ce qu'il voyait, c'était un symbole, un allié affaibli qu'il pouvait encore utiliser. Vous pensez donc que, dès ce moment-là, il vous considérait comme un pion dans ses plans? Plus un allié, mais un instrument pour ses ambitions en Italie? Oui, c'est exactement cela. Je n'étais plus qu'une marionnette dans un jeu bien plus grand que moi. La guerre tournait mal pour l'Allemagne, et Hitler avait besoin de maintenir l'illusion d'un front solide en Italie. En me ramenant à la tête de la République de Salo, il cherchait à garder une façade. Mais derrière cette façade, c'était lui qui tirait les ficelles. Il n'avait pas le choix, et moi non plus. J'étais son prisonnier autant que celui des circonstances. Alors, vous êtes allé à Salo pour diriger cette république fantoche sous contrôle allemand. Est-ce que vous aviez encore l'espoir de redresser la situation? Ou saviez-vous, au fond de vous, que tout était fini? Tout était fini, mademoiselle. Oui, je suis allé à Salo, j'ai joué mon rôle parce que je n'avais pas d'autre choix. Mais je savais que ce n'était qu'une illusion. L'Italie était en train de se déchirer. Une guerre civile ravageait le pays, et moi, je n'étais plus qu'un fantôme, une ombre de ce que j'avais été. Je tenais des discours, je tentais de rallier les derniers fidèles, mais la vérité est que je savais que le destin de l'Italie m'échappait. Je n'étais plus qu'un homme qui attendait la fin. Benito Mussolini, vous avez parlé avec passion de votre vision pour l'Italie, de ce sauvetage spectaculaire et de votre destin tragique. Mais en vous écoutant, je ne peux m'empêcher de me demander,
Était-ce vraiment l'amour de l'Italie qui vous guidait, ou bien votre propre ambition? N'avez-vous pas sacrifié votre pays à cette guerre, à cette alliance avec Hitler, qui l'a finalement plongé dans le chaos? Mademoiselle, je comprends vos interrogations. Beaucoup se demandent si j'ai conduit l'Italie à sa perte. Mais il faut se replacer dans le contexte de l'époque. En 1940, l'Europe était déjà en guerre et l'Italie devait choisir un camp. J'ai cru, sincèrement, que l'Allemagne de Hitler nous offrirait une voie vers la grandeur. Oui, j'ai fait des erreurs. J'ai mal estimé les conséquences de cette guerre, mais mon intention du début à la fin était de rendre à l'Italie sa place parmi les grandes nations. Merci, Benito Mussolini, pour cet échange. L'histoire vous jugera, c'est vrai, mais elle n'oubliera jamais que vos choix ont façonné l'Italie d'une manière indélébile.